Il disait que cette terre ne valait rien, tout comme il le disait d'elle. Sans abri, sans le sou et seule, Teresa ne possédait plus qu'un lopin de terre aride au bout du chemin, un héritage qui ressemblait à une punition. Mais certaines terres ne sont pas mortes, elles attendent simplement quelqu'un qui refuse de se laisser abattre. La nouvelle est arrivée un jeudi ensoleillé, sous un soleil de plomb. J'étais dans la cuisine de ma belle-mère quand l'avocat s'est présenté. Un homme mince, en costume sombre malgré la chaleur, une mallette en cuir sous le bras. Il avait l'air de quelqu'un qui transporte des documents importants et qui regarde les gens ordinaires comme s'ils étaient invisibles. « Madame Teresa, vous avez laissé un testament. Mon mari était décédé 3 semaines auparavant. Je sentais encore son odeur sur les vêtements que je lavais en pleurant. Il m'arrivait encore de me réveiller la nuit en pensant qu'il était couché à mes côtés. Son corps reposait au cimetière du village, mais son absence me pesait comme une pierre sur la poitrine. Le bureau de ma belle-mère s'est vite rempli. Beaux-frères, neveux, gens que je connaissais à peine. Tout le monde lorgnait sur ses papiers. Personne ne me regardait. Assise dans un coin, les mains jointes sur les genoux, je portais la robe noire que j'avais déjà mise à la veillée funèbre et qui me servait encore de tenue de veuve. L'avocat commença à lire. La grande maison revint à l'aîné. Les bonnes terres, avec leur bétail et leur pâturage verdoyant, revinrent au cadet. L'argent mis de côté à la banque fut partagé entre les neveux. La camionnette, les meubles, même les outils. Tout avait un nom et un prénom, sauf le mien. J'écoutais en silence, sentant les regards en coin, ce plaisir discret de ceux qui m'avaient toujours cru insignifiant et qui en avaient désormais la confirmation écrite. La belle-mère ne chercha même pas à le cacher. Ses lèvres étaient pincées, satisfaites. Lorsque l'avocat eut fini de distribuer tous les objets de valeur, il marqua une pause et tourna une autre page. Et pour sa femme, Teresa Alves de Souza, la propriété située dans ce coin épineux demeure. Silence. Puis un rire étouffé. Ça venait de mon beau-frère cadet, celui qui m'a toujours traité comme une bonne dans sa propre maison. Coin épineux, répétait-il comme pour plaisanter. Ce n'est même pas de la terre, c'est du gravier et des broussailles sèches. La belle-mère croisa les bras. Au moins, maintenant, tu as un endroit où tomber, Teresa. Personne ne rit à voix haute, mais ils sentaient le rire monter en eux. Le mépris n'a pas besoin de son. Il se manifeste dans le regard, ou le refus de regarder. J'ai signé le document que l'avocat m'a tendu. D'une main ferme, car il ne me restait que ma fierté. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac en tissu et j'ai quitté cette maison sans dire un mot. Sur le chemin de terre, la poussière rouge se soulevant à chaque pas, j'ai juré à voix basse, pour moi-même et pour Dieu. Je n'aurai plus jamais besoin de personne. Le voyage jusqu'au fin fond des bois a duré presque toute la journée. J'ai fait du stop avec ce Manuel, un chauffeur routier qui allait livrer une cargaison près de la frontière. Il a essayé de parler, mais je voulais juste regarder par la fenêtre, voir le monde défiler, laisser cette humiliation derrière moi. Plus on avançait, plus tout devenait aride. La verdure avait disparu. Du gris, du brun et le jaune brûlé de l'herbe morte se dessinaient, ainsi qu'une clôture effondrée, une maison abandonnée, un arbre tordu et une terre qui semblait avoir rendu l'âme. C'est ici, indiqua Manuel. Je sortis de la voiture avec mon paquet de vêtements et regardai. La propriété était petite, d'environ 1,5 hectare tout au plus. La maison était faite de torchis, le toit à moitié effondré d'un côté, une fenêtre sans vitre, une porte de travers accrochée à une goupille rouillée. La cour devant la maison n'était que terre et pierre, sans arbres, sans ombre. Derrière, ce qui aurait dû être des terres cultivées n'était plus qu'un sous-bois épineux, sec et hostile. La clôture gisait au sol. L'enclos, vide, ressemblait au squelette d'un animal mort. Il n'y avait absolument aucun bruit, ni vent, ni oiseau, ni cigale, juste un silence pesant, ce genre de silence qui fait mal. Ce Manuel me regarda, sans savoir quoi dire. « Tu vas vraiment rester ? » ?»« Oui. » Il se gratta la barbe. « Il y a un puits. » Je désignai un trou recouvert de planches, pourri dans un coin de la cour. « Je ne sais pas s'il y a de l'eau. » Il soupira, ôta sa casquette, puis la remit. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites passer le message à quelqu'un qui passe par là. »« Merci, monsieur Manuel. » J'ai vu le pick-up disparaître au détour du virage. La poussière est restée en suspension dans l'air un moment. Puis il s'est calmé. Et je me suis retrouvée seule. Je suis entrée lentement dans la maison, comme quelqu'un qui se recueille sur une tombe. Le sol était en terre battue. Il avait un poêle à bois cassé. Une vieille table à 3 pieds. Il reste de la paille dans le coin. Ça devait être un lit, il y a longtemps. Des toiles d'araignée partout. L'odeur de moisi, d'abandon, de quelque chose dont personne ne voulait, tout comme moi.
Je me suis assise par terre, le dos appuyé contre le mur encore debout. Le mur le plus solide de toute la maison. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon mari qui m'a laissé sans rien. J'ai pleuré pour toutes ces années passées à entendre que je ne valais rien. J'ai pleuré à cause de l'humiliation ressentie dans cette pièce, en présence de ces gens. J'ai pleuré parce que j'étais là, dans cet endroit maudit, sans savoir quoi faire. Mais au milieu de ces larmes, quelque chose est né. La colère. La bonne colère. La colère qui vous élève. Car s'ils pensaient que j'allais abandonner, ils se trompaient. Si vous pensiez que je reviendrais la tête basse, implorant votre aide, vous vous trompiez. Cette terre pourrait être aride. On aurait pu l'oublier. On aurait pu en faire un endroit où personne ne voulait être. Mais maintenant, il était à moi. Et j'allais en faire quelque chose de valable. Ne serait-ce que pour leur prouver qu'ils avaient tort à mon sujet. J'ai essuyé mon visage du revers de la main. Je me suis levée, j'ai attrapé un vieux balai qui traînait et j'ai commencé à balayer. La poussière s'est soulevée, m'a collé à la gorge et m'a piqué les yeux. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai balayé jusqu'à ce que la maison soit respirable. Jusqu'à ce que le sol soit visible. Jusqu'à ce que j'aie mal au bras. Au coucher du soleil, j'ai allumé un feu dehors avec des brindilles sèches. J'ai fait cuire du riz que j'avais emporté dans mon sac. J'ai mangé en regardant le ciel orangé virer au violet. Les étoiles commencèrent à apparaître. Beaucoup. Plus que je n'en avais jamais vu de ma vie. Et c'est là, sous cet immense ciel et ce silence profond, que j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne me disait quoi faire. Personne ne me rabaissait. Personne ne me regardait. J'étais seule. Mais peut-être. Peut-être était-ce cela, la liberté. Je me suis allongée dans un coin de la maison sur mon paquet, recouvert d'un vieux tissu. Et j'ai dormi. Sans rêver. Sans peur. Seule la fatigue effaçait le poids de la journée. À mon réveil, le soleil était déjà haut dans le ciel. Et la terre était toujours là. À attendre. Les premiers jours furent marqués par une résignation déguisée en obstination. Je me réveillais avec des courbatures, je regardais autour de moi et je me demandais, qu'est-ce que je fais ici? Mais je n'avais nulle part où retourner. Et l'orgueil, quand il ne vous reste que ça, devient un moteur. J'ai commencé par les bases. Réparer la porte, boucher les trous dans le toit avec de vieilles tôles de zinc que j'ai trouvées derrière la maison. Je l'ai attachée avec du fil de fer. Ce n'était pas très joli. Mais ça empêchait le vent et les insectes d'entrer. Le plus difficile, c'était l'eau. Le puits dans la cour semblait à sec. J'y ai jeté une pierre, et il a fallu un certain temps avant que le son ne sorte. À son arrivée, il était creux. Complètement sec. J'aurais dû aller chercher de l'eau au ruisseau. Il faut presque une demi-heure de marche avec une canette sur la tête. J'ai fait ça pendant 3 jours. Aller-retour. Aller-retour. J'ai eu les mains mouillées. J'ai eu les pieds craquelés. Le soleil de midi tapait sans relâche. Mais chaque fois que je pensais abandonner, je me souvenais du sourire entendu de ma belle-mère. Du rire étouffé de mon beau-frère. L'avocat ne m'a même pas regardé dans les yeux en lisant mon nom. Puis il a continué son chemin. C'est le 4e jour que le premier événement étrange s'est produit. Je nettoyais un coin de la maison, près du mur du fond, quand le balai a heurté quelque chose de dur sous la terre compactée. Je me suis agenouillée et j'ai creusé à main nue. C'était un petit coffre en bois sombre, fermé par un cadenas rouillé. Mon cœur s'est emballé. J'ai ramassé une pierre et j'ai frappé le cadenas jusqu'à ce qu'il cède. Je l'ai ouvert lentement, presque effrayé par ce que j'allais trouver. Il n'avait pas d'or. Il n'avait pas d'argent. Il avait des graines. De petits sachets en tissu, fermés par une ficelle, chacun portant un nom brodé à la main. Haricots, maïs, potirons, pastèques, gombo. Les graines étaient sèches, mais entières. Conservées avec soin, comme des objets précieux. Sous les paquets, un morceau de papier plié, jauni par le temps. Je l'ai ouvert avec précaution. C'était une lettre. Une écriture tremblante, celle de quelqu'un qui écrivait peu. Pour celui ou celle qui viendra après moi. Cette terre était jadis fertile. La source jaillit encore. Elle a juste besoin de quelqu'un qui y croit. N'abandonnez pas. La terre n'abandonne jamais. João Pedro, 1967. Je serrai le papier entre mes doigts et une oppression m'envahit la poitrine. Quelqu'un avait vécu ici. Avait planté quelque chose. J'y avais cru. Et j'avais gardé ces graines comme une promesse pour l'avenir. J'ai regardé les petits sachets. J'en ai ramassé une. J'ai senti la légèreté des graines à l'intérieur du tissu. Printemps, disait la carte. Mais où? J'ai passé le reste de la journée à chercher.
J'ai parcouru chaque parcelle de cette terre aride, attentive aux moindres détails. Sur le sol, sur les rochers, dans les buissons, rien. De la terre craquelée et des épines. Au coucher du soleil, je me suis assise près d'un arbre mort, au fond du jardin. J'étais fatiguée, assoiffée, et j'avais de nouveau envie de pleurer. C'est alors que je l'ai entendu. Pas un seul oiseau, mais plusieurs. Dans une région où il n'y avait ni verdure, ni ombre, rien. Un oiseau chantait. Je me suis levée lentement. J'ai suivi le son. Ils étaient perchés sur un tas de grosses pierres recouvertes de mousse. Une herbe différente poussait entre les pierres. Plus vert. Plus éclatant. J'y étais presque. Je me suis agenouillée. J'ai posé la main sur le sol. Il était humide. J'ai creusé. Les pierres étaient lourdes, mais j'ai réussi à en déplacer quelques-unes. Et là, caché sous des années de négligence et d'oubli, un mince filet d'eau jaillissait de la terre. Ressort. Fin comme un fil. Mais transparent. Propre. Vivant. Je me suis penchée et j'ai bu directement dans ma main. L'eau était froide. Elle avait le goût de la bonne terre, de quelque chose de durable. Je restais assis là, à côté, à regarder ce filet d'eau. La terre ne nous abandonne jamais. Peut-être que João Pedro avait raison. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de réfléchir. De faire des projets. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai ressenti autre chose que de la fatigue. Espoir. Petit. Fragile. Mais vivante. Le lendemain, je me suis rendue à pied au village le plus proche. J'avais emporté avec moi une serviette brodée, que j'avais mise dans mon paquet. L'une des rares choses qui m'appartenaient vraiment. À la boutique de Seu, j'ai troqué la serviette contre un morceau de bâche, du fil de fer et des clous. Il m'a regardé avec suspicion. « Tu vas vraiment vivre au fin fond des bois ?» « Oui. » Il hocha la tête, sans rien ajouter. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la maison de Dona Rosa. Une veuve vivait seule dans une petite maison à la porte bleue. Elle était dans le jardin, en train d'arroser des tiges de coriandre. Madame Rosa. Elle se retourna. C'était une femme d'environ 60 ans. Cheveux blancs, relevés en chignon. Des mains fortes et travailleuses. « C'est toi la fille dans le coin ?» Ce n'était pas une question. « Oui, c'est moi. » Elle m'a dévisagé de haut en bas. Non pas avec dédain, mais avec curiosité. « Avez-vous besoin d'aide ?» J'ai dégluti difficilement. L'orgueil et le besoin se livraient une lutte acharnée en moi. « Je dois apprendre à planter. » Elle posa l'arrosoir. « Entrez. Je vais vous faire un café. » Dona Rosa m'a appris plus cet après-midi-là que durant toute ma vie. Il m'a appris que la bonne terre n'est pas celle qui est jolie, mais celle qui a de l'eau à proximité. Et qu'une graine a besoin de 3 choses. Une terre meuble, juste ce qu'il faut d'eau et de la patience. Car il y a un temps pour tout. Tu as l'air d'être quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement. Elle m'a dit en me regardant droit dans les yeux, cela vaut plus que de la bonne terre. En partant, elle m'a donné des plants de tomates et de poivrons. Plantés près de la source. Revenez la semaine prochaine, je vous en apprendrai davantage. Je suis retournée dans cette zone isolée avec la bâche, le fil de fer et les jeunes plants. Et pour la première fois, je me suis sentie moins seule. Les jours suivants furent consacrés à un dur labeur. J'ai nettoyé les abords de la source. Je l'ai protégée avec des pierres. J'ai creusé un petit canal pour que l'eau ne se perde pas. J'ai creusé la terre dure jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai semé les graines de João Pedro avec soin, comme on sème une promesse. Les jeunes plants de Dona Rosa ont été mis en terre dans le carré potager près de la maison. Elle arrosa tout en fin d'après-midi, quand le soleil commençait à décliner. Et elle attendit. C'est à ce moment-là que le garçon apparut. Il devait avoir une dizaine d'années. Maigre, pieds nus, vêtu d'un short rapiécé, il se tenait au bord du terrain, me regardant travailler. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je sans cesser de creuser. « Avez-vous besoin d'aide, madame ?» Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé. « Pourquoi ? Qui vous a envoyé ? » Personne. Je ne faisais que passer. Je mentais. Un gamin de la campagne ne passe pas n'importe où sans raison. Comment t'appelles-tu ? Tiao. Tiao quoi ? Il haussa les épaules. Juste Tiao. Je n'arrêtais pas de le regarder. Il y avait quelque chose dans les yeux de ce garçon. Quelque chose que je reconnaissais. Solitude. Sans-abrisme. Sais-tu travailler la terre ? Il acquiesça. Alors prends cette houe et viens m'aider. Il vint. Il travailla en silence pendant le reste de l'après-midi. Au coucher du soleil, je lui ai offert une assiette. Il a mangé rapidement,
avec la faim de quelqu'un qui ne sait pas quand il mangera à nouveau. Tu peux revenir demain si tu veux, lui ai-je dit. Il s'essuya la bouche du revers de la main. Puis-je? Oui. Et il retourna sur ses pas. Tiao était là tous les jours. Il aidait à arroser, à désherber et à réparer les clôtures. Il ne parlait pas beaucoup, mais il travaillait dur. Et peu à peu, la terre a réagi. D'abord, les jeunes plants de tomates ont germé. Puis, les premiers plants de haricots. Puis, une minuscule citrouille vert clair, qui brillait au milieu de la terre sombre. Chaque germe était une victoire. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillée avec l'envie de voir ce qui allait se passer. Mais l'espoir, je l'ignorais encore, attire aussi l'attention. Et toute attention n'est pas bonne. C'est Donna Rosa qui m'en avait averti. J'étais allée au village pour échanger des œufs qu'une poule couveuse, un cadeau de sa part, avait commencé à pondre. À la boutique de Seuzé, tandis qu'il pesait les œufs, Donna Rosa entra précipitamment. Son visage était différent, inquiet. « Teresa, il faut que je te parle. » Nous sommes sortis. Le soleil de midi tapait fort sur le chemin de terre. Deux hommes discutaient, appuyés contre une vieille camionnette. Ils se turent à notre passage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Donna Rosa à voix basse. « Le colonel Brandao vous pose des questions. » J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre de questions? À propos de la terre, de la source et de la durée de votre séjour. Le colonel Brandao. Tout le monde dans la région le connaissait, il possédait presque tout. Du bétail, des terres, des gens, un homme imposant, une voix grave, une moustache grise. C'est le genre de personne qui ne demande pas, qui donne des ordres et qui s'attend à ce qu'on lui obéisse. Pourquoi s'intéresse-t-il à mes terres? Donna Rosa jeta un coup d'œil autour d'elle avant de répondre. La source au coin alimente la nappe phréatique qui traverse ces terres. Si vous parvenez à faire en sorte que cet objet génère de la valeur, il en valorisera tout ce qui l'entoure. Il voudra l'acheter, ou pire. Pire comment? Elle ne répondit pas. Il m'a saisi le bras fermement. Attention, mademoiselle. Les hommes puissants n'aiment pas voir les pauvres prospérer. Cela perturbe ce qu'ils considèrent comme l'ordre naturel des choses. Je suis retournée à la campagne le cœur lourd. Tiao arrosait les plants de maïs qui avaient germé la semaine précédente. Quand il m'a vu arriver, il a laissé tomber la canette. Il s'est passé quelque chose. Non. Tout va bien. C'était un mauvais menteur. Il le savait. Mais il n'a pas insisté. Nous avons passé le reste de la journée à travailler en silence. J'essayais de ne pas penser au colonel, mais c'était difficile. Le moindre bruit de voiture sur la route me faisait tourner la tête. Chaque voix au loin me rendait tendue. Quand la nuit est tombée et que Tiao est parti, j'ai verrouillé la porte. Chose que je n'avais jamais faite auparavant. Je me suis allongée sur le lit de fortune que j'avais installé, mais je n'arrivais pas à dormir. Je continuais d'écouter. Le vent, le craquement du bois, le silence pesant des bois. Et c'est au milieu de la nuit que j'ai entendu un autre bruit. Le bruit d'un moteur de voiture qui s'approchait lentement sur le chemin de terre. Je me suis levée. Tout mon corps était en alerte. Je me suis approchée discrètement de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement. Une Jeep s'est arrêtée devant la propriété, phares allumés. Moteur tournant. Quelqu'un est descendu du bus. À en juger par sa silhouette, c'était un homme. Grand. Il portait un chapeau sur la tête. Il restait là, à regarder la maison. Il ne bougeait pas. Je suis restée là, impuissante. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal. Il fit quelques pas vers le jardin. Il s'arrêta de nouveau. Puis il retourna à la voiture. Avant de monter, il jeta quelque chose par terre. La Jeep fit marche arrière et s'éloigna. De la poussière rouge persistait sur les phares jusqu'à ce que la voiture disparaisse au détour du virage. J'attendis. Le souffle retenu. Les mains tremblantes. Quand le silence est revenu, je suis partie lentement. J'ai saisi la faucille appuyée contre le mur et je suis allée dans la cour. À l'endroit où l'homme l'avait jetée, il y avait quelque chose. Je me suis baissée. Je l'ai ramassée. C'était une petite croix en bois, attachée avec du fil barbelé. Je me suis figée. Ce n'était pas un avertissement. C'était une menace. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis restée assise là, dans le noir. Il est parti dans mes bras, fixant la porte. Au lever du soleil, Tiao est arrivé et m'a trouvée dans le même état. Madame Teresa? Je le regardais. Il devait avoir l'air d'avoir vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui montrai la croix. Il pâlit. C'était le colonel.
Comment le sais-tu? Tout le monde le sait. Quand il veut quelqu'un qui ne connaît pas la région, il envoie un message comme ça. Exactement comme il avait fait avec sa Jacinthe, il y a 2 ans. Et qu'est-il arrivé à sa Jacinthe? Tiao détourna le regard. Il est parti. Et s'il n'était pas parti? Silence. Tiao me regarda avec des yeux qui laissaient entendre qu'il en savait plus qu'il n'aurait dû. Il y a eu un incendie. Ils ont dit que c'était un accident. J'ai senti la colère monter en moi. Ce genre de colère salutaire. Celle qui naît de l'abus de pouvoir. Je ne pars pas, Tiao. Mais Donna Teresa. Je n'irai pas. Il ouvrit la bouche pour protester. Mais quelque chose sur mon visage le fit taire. J'ai ramassé la croix en bois et je l'ai jetée au loin. Dans les buissons. Au travail. 3 jours plus tard, le colonel se présenta en personne. C'était en fin d'après-midi. J'étais en train de cueillir les premières tomates, rouges et fermes, quand j'ai entendu le moteur. Cette fois, la Jeep est arrivée lentement, sans se cacher. Elle s'est arrêtée devant nous. 2 hommes en sont descendus. L'un était le colonel. Un homme bedonnant, la chemise ouverte sur la poitrine, coiffé d'un chapeau de cuir et chaussé de bottes de marque. L'autre était un homme de main. Plus jeune, le regard dur, la main toujours près de la hanche, Tiao était avec moi. Il ne me quittait pas des yeux. Le colonel s'approcha de la clôture effondrée. Il jeta un regard autour de lui avec un dédain à peine dissimulé. « Alors, vous êtes la veuve de Souza ?» Ce n'était pas la question. « Oui. » Il ôta son chapeau, passa une main dans ses cheveux humides de sueur, puis le remit. « Tu essaies de faire produire cette terre ? » « Non. Je m'en occupe. » Il esquissa un sourire en coin. « La terre ici n'est pas bonne. Tout le monde le sait. Vous allez gaspiller votre santé et votre argent. C'est ma santé, c'est mon argent. Votre argent ? » Il rit. « À ma connaissance, vous n'avez pas un sou. » Le sbire rit lui aussi. Basse. Méchante. Je tenais fermement le panier de tomates. « Que voulez-vous ? » Le colonel cracha par terre. « Je suis venu vous faire une offre. Je vous achèterai ce terrain. Un salaire correct. 1500 $. On pouvait louer une petite maison au village et vivre tranquillement. 1500 $. C'était presque rien, moins que rien. Ce n'est pas à vendre. » Son sourire s'est effacé. Il ne comprenait pas. Ce n'est pas une offre qu'on refuse. J'ai refusé. Il s'est avancé. Il se tenait de l'autre côté de la clôture effondrée et me regardait de haut. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, femme. Moi, je le sais. Avec un homme qui craint que je ne rende cette terre plus précieuse que la sienne. Le silence qui s'installa fut pesant. Le sbire posa la main sur sa hanche. Tiao me serra la manche. Le colonel me fixa du regard. Je le regardais droit dans les yeux, et je faillis m'effondrer rien qu'en le regardant. Mais j'avais déjà souffert, à cause de personnes que j'aimais. Cet homme était étrange. Il n'avait aucun pouvoir sur moi. J'ai soutenu son regard. Il a craché de nouveau. Tu vas le regretter. Il tourna le dos et retourna à la Jeep. Le sbire me fixa un instant de plus. Puis il partit. La voiture s'éloigna en soulevant un nuage de poussière. Tiao lâcha ma manche. Donna Teresa, vous avez été très courageuse. Je tremblais. Mais je ne voulais pas qu'il le voie. Ou alors j'étais trop bête. Je ne sais toujours pas. Cette nuit-là, je n'ai rien pu manger. Assise sur le seuil, je contemplais le ciel étoilé, perdu dans mes pensées. Il était peut-être temps d'abandonner. Vendre, partir, recommencer ailleurs. Mais où ? Et recommencer quoi ? Je regardais les tiges de maïs qui se balançaient dans le vent. Pour les tomates qui pendaient au plan. Pour le champ de citrouilles qui poussait vigoureusement. C'était le mien. Pour la première fois de ma vie, je possédais quelque chose qui m'appartenait vraiment. Je n'allais pas y renoncer. La vengeance du colonel survint une semaine plus tard. Je me suis réveillée avec une odeur de fumée. J'ai sauté du balcon. J'ai couru dehors. La plantation était en feu. Pas entièrement. Juste une partie. Les tiges de maïs, les citrouilles, des flammes faibles qui se propageaient rapidement sous l'effet du vent sec du matin. J'ai crié. J'ai couru. J'ai pris des seaux, des bidons, tout ce que j'avais sous la main. J'ai puisé de l'eau à la source. Je l'ai répandue sur l'eau. J'ai couru. J'ai rejoué. J'avais les mains en feu. Mon visage me brûlait. La fumée m'envahissait les poumons. Mais je n'ai pas arrêté. Quand j'ai enfin réussi à l'éteindre, le soleil se levait déjà. Assis par terre, au milieu de la terre dévastée, je contemplais le désastre.
La moitié de la récolte perdue, des mois de labeur réduits en cendres. Et c'est là, épuisée, couverte de suie et de poussière, que j'ai commencé à pleurer. Non pas de peur, d'épuisement ou de solitude, mais en réalisant qu'ils avaient peut-être raison. Peut-être que je ne servais à rien, après tout. Je suis restée assise là, au milieu de la terre brûlée, jusqu'à ce que le soleil soit haut. Mes larmes avaient séché, mais le vide persistait. Je contemplais les tiges de maïs calcinées, les feuilles de courge tordues par le feu, et j'éprouvais quelque chose de pire que la colère. J'abandonne. Ce sentiment que se battre est inutile, que le monde est fait pour que les gens comme moi perdent toujours. J'ai entendu des pas. Tiao courait sur la route. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Son visage est devenu blanc. Donna Teresa. Il regarda autour de lui. Les dégâts. Pour moi. Retour au chaos. Puis il a fait quelque chose qui m'a surpris. Il s'enfonça au milieu du désert et se mit à creuser à main nue. « Que fais-tu, gamin ?» Il ne répondit pas. Il continua de creuser. Il arracha quelque chose du sol. Un plant de citrouille. Petit, un peu brûlé, mais avec sa racine intacte. « Regarde, celui-ci est vivant. » Il mit le jeune plant de côté et continua sa recherche. Il trouva une plante. Il le retira délicatement et le posa de côté. Un autre, puis un autre. Je restai là, immobile, à regarder. Au bout d'un moment, il s'arrêta. Il y avait une dizaine ou une douzaine de jeunes pousses au sol. Meurtries, mais vivantes. Il m'a regardé. On replante. Tiao. On va replanter, répéta-t-il d'un ton ferme. Et il y avait dans ses yeux quelque chose, de l'espoir, de l'obstination. Quelque chose que j'avais perdu ce matin-là. Je me suis levée lentement. Mes jambes tremblaient. Je me suis approchée de lui. J'ai ramassé un des jeunes plants. La racine était sale, mais vigoureuse. Rempote-le, ai-je murmuré. C'est exact. Nous avons commencé juste là. Nous avons creusé de nouveaux trous, loin de la zone incendiée. Nous avons replanté tous les jeunes plants qui avaient survécu. Nous les avons arrosés avec de l'eau de source. Nous avons travaillé en silence. Le soleil se levait, tapait fort, mais nous n'avons pas arrêté. C'était en milieu de matinée quand j'ai entendu un autre bruit. Des pas, beaucoup de pas. J'ai regardé. Donna Rosa arrivait au bout de la rue. Et elle n'était pas seule. Il a amené 3 femmes du village, chacune portant quelque chose, des semis, des graines, des outils. Je sais ce qui s'est passé, a déclaré Donna Rosa sans ambages. Je suis venue vous aider. Ma gorge s'est serrée. Donna Rosa, Vous n'avez rien à dire. Elle a posé un panier par terre. À l'intérieur, il y avait des semis de poivrons, de choux et de laitue. Nous les replanterons. Et cette fois, de nuit, quelqu'un monte la garde. Les autres femmes firent signe. L'une d'elles, Donna Irène, que je reconnaissais de vue, s'approcha. Mon mari peut venir aussi, avec le chien. Personne d'autre ne mettra le feu ici. Je suis restée là, à les regarder. Des gens simples, pauvres comme moi. Et pourtant, ils étaient là, debout, offrant ce qu'ils avaient. Je n'ai pas pu résister. J'ai encore pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas par abandon. C'était autre chose. De la gratitude, un sentiment d'appartenance. L'impression de ne plus être seule. Nous avons travaillé toute la journée. Donna Rosa m'a appris à faire du paillis pour protéger les racines du soleil. Donna Irene a porté du fumier de poule. La terre a aussi besoin de se nourrir, a-t-elle dit. Sa fille, Mossanova, a aidé Tiao à réparer la clôture avec du fil neuf. Au coucher du soleil, la plantation renaissait, différente, plus petite, mais vivante. Donna Rosa prépara du café sur mon poêle. Assis dans la cour, nous buvions dans de vieilles tasses, regardant le ciel se teinter d'orange. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demandai-je. Donna Rosa prit une gorgée avant de répondre. « Parce que nous savons ce que c'est que d'être malmenés par la vie, et nous savons que seuls, nous pouvons craquer, mais ensemble. » Elle frappa dans ses mains, produisant un son. « Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. » Donna Irène acquiesça. Et pourquoi le colonel se prend-il pour le maître de tout? Il est grand temps que quelqu'un lui montre qu'il se trompe. Je les observais. Des femmes calleuses, des mains épaisses, des visages marqués par le soleil, des guerrières silencieuses, comme moi. Ce soir-là, le mari de Donna Irene, ce Antonio, est venu avec le chien, un gros bâtard, Milou, qui aboyait à la moindre ombre. Nous avons mis au point un plan. Chaque nuit, une personne différente devait rester pour monter la garde et assurer la protection. Une semaine passa, puis 2,
et personne ne vint. Les plantes poussaient, les tomates s'arrondissaient, les haricots fleurissaient, les citrouilles se répandaient sur le sol comme de douces promesses. Et moi, pour la première fois, je commençais à croire que tout finirait bien. C'est un samedi que tout a basculé à nouveau. J'étais allée au village pour vendre la première récolte. Tomates, poivrons, petites citrouilles. J'avais installé un étal au marché, à côté de celui de Donna Rosa. Les affaires marchaient bien. Les gens s'arrêtaient, regardaient et achetaient, surtout en voyant le prix. C'était moins cher que chez les autres étals. J'ai presque tout vendu. J'étais en train de ranger l'argent, quelques billets froissés, quelques pièces, quand une ombre s'est abattue sur la tente. J'ai regardé. C'était le colonel. Il n'était pas seul. 3 hommes l'accompagnaient, tous coiffés d'un chapeau, tous de grande taille. Le brouhaha de la foire s'apaisa. Les gens détournaient le regard, faisant semblant de ne pas voir. Je suis venu voir de mes propres yeux, dit-il en ramassant une tomate. Il la pressa. Qui l'eût cru? La terre aride a porté ses fruits. Je suis resté debout. C'est vrai, et ça continuera. Il a remis la tomate dans le panier. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu t'attaques à la mauvaise chose. Personne ne produit des légumes de terre sèches aussi vite sans aide. Donna Rosa se leva de sa tente. Quel genre d'aide, colonel? Il la regarda avec un sourire malicieux. Celle dont on ne parle pas à voix haute, celle dans laquelle les gens pieux ne se mêlent pas, je comprends. Il répandait des rumeurs selon lesquelles je pratiquais la macumba, la sorcellerie, des choses démoniaques. Dans un village, ce genre de rumeurs se propage rapidement et ruine les réputations. Et c'était exactement ce qu'il voulait. Ma terre est parfaite, ai-je affirmé. C'est juste du travail acharné, de la sueur et la foi en Dieu. La foi. Il cracha. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mis les pieds dans une église? C'était vrai. Depuis le décès de mon mari, je n'y suis pas allé. Ma foi n'a pas besoin d'église. Voilà tout. Il observa les hommes autour de lui. Une femme seule, une terre qui ne devrait rien donner, ne pas mettre les pieds dans une église, c'était évident. Donna Rosa fit un pas en avant. Colonel, vous dites n'importe quoi et vous le savez. N'est-ce pas? Alors pourquoi plus personne n'achète chez elle? C'est là que j'ai compris. Les gens qui s'arrêtaient à mon étal repartaient les mains vides. Se retournant avec effroi, le colonel comprit qu'il avait tout empoisonné. Satisfait, il tourna le dos. Bonne chance pour la vente, Donna Teresa. Tu en auras besoin. Ils sont partis. Ils ont laissé le silence. J'ai regardé le panier de tomates, les poivrons, les citrouilles. Personne d'autre n'est arrivé. La foire continuait, mais mon étal était devenu un îlot. Je suis retourné à la campagne avec tout ce que j'avais emporté. Tiao m'attendait dans la cour. Ça n'a pas été vendu? Non. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Je suis simplement entré et me suis assise par terre. Il est resté à la porte, ne sachant que faire. Donna Teresa, nous n'allons pas abandonner, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Un enfant, maigre, pieds nus. Mais avec des yeux pleins d'espoir. Un espoir qui avait grandi avec moi. Avec la terre. Avec l'idée que c'était possible. Je ne pouvais pas lui enlever ça. On n'y va pas, ai-je répondu. J'ai juste besoin de réfléchir. Il entra et s'assit à côté de moi. Nous restâmes là, silencieux, tandis que le soleil inondait la pièce par la fenêtre, projetant des carrés de lumière sur le sol de terre battue. Et c'est là, dans ce silence, que je pris ma décision. Si le village ne voulait pas acheter, je le vendrais ailleurs. Si le colonel voulait la guerre, il l'aurait. Mais à ma façon. À la manière de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Et quelqu'un qui n'a rien à perdre est dangereux, car il n'a peur de rien. Le changement s'est opéré lentement. Mais il est arrivé. J'ai commencé à vendre en dehors du village. Il se faisait conduire par ce Manuel jusqu'à Ciudad Mayor, à 2 heures de là. Il installait son étal au marché, où personne ne connaissait le colonel. Où personne ne connaissait son histoire. Les produits se sont vendus. Les gens les ont aimés. Quelle belle tomate rouge. Cette citrouille est magnifique. D'où vient-elle? Du coin épineux, je répondrai. Avec fierté. L'argent a commencé à arriver. Un peu, mais il arrivait. J'ai acheté d'autres graines. Du fil de fer neuf pour la clôture. Des tuiles pour finir le toit. Un meilleur poêle. Et surtout, j'ai retrouvé ma dignité. Tiao venait tous les jours. Elle amena alors sa petite sœur, Lucia, une fillette calme d'environ 7 ans, aux grands yeux. Elle l'aida à arroser, à récolter et à trier. Donna Rosa venait le samedi.
Elle apportait de nouvelles recettes. Elle apprenait aux gens à faire des conserves, à conserver les graines. Ce lieu isolé était en train de se transformer. Ce n'était plus une terre aride. C'était un foyer. Mais la paix fut de courte durée. C'est par un après-midi nuageux que je l'ai vue. Je revenais de la source, les seaux pleins, quand j'ai entendu le bruit d'un moteur. Ce n'était pas la route principale. C'était à l'intérieur de la propriété. De l'autre côté. J'ai laissé tomber les seaux et j'ai couru. 3 hommes. Je n'en connaissais pas 2. Le troisième était un homme de main du colonel. Il trafiquait la clôture, coupait du fil de fer et marquait les arbres à la peinture rouge. Que faites-vous ici? L'homme de main se retourna, un sourire narquois aux lèvres. Démarcation. Démarcation de quoi? Ce terrain est à moi. Il cracha. Tu es sûr? Il sortit un morceau de papier de sa poche. Il l'ouvrit. Il le lui montra. C'était un document. Une carte. Des coordonnées. Timbres officiels. D'après ce nouveau relevé, la frontière passe par ici. Il l'a indiqué. Vous êtes donc en train de dire que 3 acres de votre terrain, y compris la source, se trouvent en réalité sur la propriété du colonel? J'en suis resté bouche bée. C'est un mensonge. C'est écrit noir sur blanc. Signé. Tamponné. Je lui ai arraché le document des mains. J'ai regardé. Je n'ai rien compris à ces chiffres, à ces lignes, mais j'ai compris l'intention. Vous avez falsifié ça. Faux et usage de faux. Il rit. Attention à cette grave accusation, Madame Teresa. Vous pourriez vous retrouver en prison. Les 2 autres hommes continuèrent à travailler. Marquage. Découpe. Comme si je n'étais pas là. Sors de mon territoire. Le sbire fit un pas en avant. Ce n'est pas ton territoire. Plus rien. J'ai regardé autour de moi. J'étais seule. Tiao était parti tôt. Donna Rosa ne viendrait pas aujourd'hui. 3 hommes. Grands. Armés. On pouvait voir le renflement à leur taille. Moi aussi. Mais la colère est un puissant moteur. Je lui ai dit de partir. J'ai ramassé là où que j'avais laissé près de la clôture. Le sbire a ri. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais commencer par toi. Son rire s'est éteint. Nous nous sommes regardés fixement. Le vent s'est mis à souffler plus fort. On sentait l'odeur de la pluie qui approchait. Un des hommes a crié « Allons-y ». Nous nous sommes déjà mis d'accord sur tout ce qui devait l'être. Le voyou a craché près de mon pied. Ce n'est pas fini. Ils sont partis. Mais ils ont laissé leurs traces. Des traces rouges. Dans les arbres. Sur les pieux. Comme des plaies ouvertes sur ma terre. Quand le bruit du moteur s'est estompé, mes jambes ont flanché. Je me suis assis par terre, là où toujours à la main. Et le ciel s'est ouvert. La pluie. Pas cette pluie fine qui vous trempe puis s'arrête. Mais l'autre genre. Lourd. Viol. Ce qui constitue une punition. Je suis rentré en courant, mais j'étais déjà trempé. À l'intérieur, le toit neuf tenait bon. Mais des fuites commençaient à apparaître dans les vieux coins. J'ai attrapé des casseroles, des seaux, tout ce que j'avais sous la main. J'ai tout éparpillé sur le sol. Le bruit de la pluie sur les tuiles était assourdissant. Assise dans un coin sec, les genoux serrés contre ma poitrine, je les ressentis là, alors que le monde s'effondrait autour de moi. Une peur véritable. Non pas à cause du colonel. Non pas à cause des hommes. Mais à cause de la défaite. Avoir tant lutté, tant transpiré, tant cru, pour finalement perdre. La pluie continua toute la nuit. Le tonnerre grondait le ciel. La foudre illumina tout pendant quelques secondes, révélant la terre transformée en boue, les récoltes courbées sous le poids de l'eau. Je ne dormis pas. Je restai là, à écouter, attendant l'aube. Au lever du jour, je suis sorti. Les dégâts étaient considérables. Une partie de la clôture s'était effondrée sous l'effet des inondations. Le potager près de la maison était inondé. Des plants de tomates étaient couchés. La terre était tellement gorgée d'eau qu'elle s'affaissait. Mais la source était différente. J'ai couru vers elle. L'eau, qui n'était qu'un filet d'eau, était maintenant un torrent, puissant et limpide, qui coulait entre les rochers. La pluie avait alimenté la nappe phréatique. Et la terre, au lieu de se noyer, l'absorbait, se régénérant. Je me suis agenouillé là, dans la boue, et j'ai plongé mes mains dans l'eau froide. Peut-être y avait-il encore de l'espoir. C'est Tiao qui apporta la nouvelle. Il arriva en courant, 2 jours après la pluie, essoufflé. Madame Teresa. Madame Teresa. Qu'y a-t-il, mon garçon? Le colonel.
Il va contester le testament. Je suis resté figé. Que voulez-vous dire? Ma mère l'a entendu au magasin. Il a engagé un avocat. Il va dire que le testament était erroné, que le terrain n'a jamais appartenu à son mari, qu'il a toujours été à lui. Je me suis assise sur une souche d'arbre. Alors c'était ça? Il n'allait pas seulement voler le ressort. Il allait tout voler. Tiao s'assit à côté de moi. Que comptez-vous faire, madame? Je le regardais. Puis je regardais Lucia, qui nous accompagnait en tenant la main de son frère. À cette terre qui renaissait tout autour. Je me battrai. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je le ferai. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais allongée, essayant de dormir, quand je l'ai entendu. Voix basse, comme un murmure. Je me suis levée. J'ai écouté. Ça venait de l'extérieur. En venant de la source, j'ai ramassé la lampe et je suis partie lentement. La nuit était claire. Pleine lune. Elle projetait des ombres dures sur le sol. Je suis allée à la source. L'eau coulait. Elle scintillait sous la lune. Et là, de l'autre côté, se tenait une silhouette. Mon cœur s'est emballé. Qui est là? La silhouette ne bougea pas. J'ai demandé, qui est là? J'ai levé la lampe. La lumière s'est allumée. C'était une femme. Vieille. Très vieille. Vêtements sombres. Cheveux blancs lâchés. Peau ridée comme l'écorce d'un arbre. Elle me regarda. Sans peur. Sans hâte. Vous êtes Teresa? Demanda-t-il. Ce n'était pas une question. Oui, c'est moi. Et vous, madame? Elle sourit. Un sourire qui laissait entrevoir quelques dents. Mon nom n'a aucune importance. Il est important que j'ai connu Joao Pedro. Le nom de l'homme qui avait laissé les graines. Quoi? C'était mon frère. Elle s'approcha. Lentement. Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur le sol. Il croyait en cette terre. Tout comme vous. Et il a été piétiné. Comme toi. Pourquoi me dis-tu ça? Elle s'arrêta au bord de la source. Elle regarda l'eau. Parce qu'il y a ici des choses que vous n'avez pas encore vues. Des choses qui pourraient tout changer. Quelles choses? Elle désigna le fond du bois, où le terrain devenait plus encaissé et plus sombre. La vieille chapelle. Vous y êtes déjà allé? Quelle chapelle? Celle qui se trouve au bout de votre terrain. Avant de s'appeler Rincao do Espino, cet endroit portait un autre nom. Santa Cruz d'Espérance. Il y avait une chapelle. Un petit. Ancienne. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais vu de chapelle. Parce qu'il est caché. Dissimulé. Oublié. Elle m'a regardé. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Un document. Un document ancien. La preuve que cette terre a toujours appartenu à ceux qui la travaillent, et non à ceux qui détiennent le pouvoir. Mon cœur battait la chamade. Pourquoi ne l'as-tu pas pris? Pourquoi ne l'as-tu pas montré avant? Elle soupira. Parce que quand mon frère est mort, j'ai eu peur. Et la peur nous réduit au silence. Il me regarda. Mais tu n'as pas peur. Pas le genre qui vous paralyse. Nous sommes restés silencieux. Où se trouve cette chapelle? Demanda-t-elle en désignant à nouveau du doigt. Suivez la source en remontant la colline. Quand l'eau cessera de couler, vous l'aurez trouvée. Je vais me tourner pour regarder dans cette direction. Quand je me suis retournée, elle avait disparu. J'ai regardé autour de moi. Rien. De la végétation, rien que de l'ombre. Du vent, rien que du vent. Était-ce réel? Ou était-ce l'épuisement, le désespoir, mon imagination qui me jouait des tours? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. J'ai attendu le lever du soleil. Je n'en ai parlé à personne. Pas pour Tiao. Pas pour Donna Rosa. Quelque chose me disait que je devais faire ça seule. J'ai pris ma machette, une bouteille d'eau et ma lanterne. Même s'il faisait jour, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et j'ai commencé à grimper. Elle suivit la source, comme la vieille femme le lui avait indiqué. L'eau coulait entre les pierres et les racines, traçant un étroit sentier en montée. Les sous-bois devenaient plus denses et plus anciens. De grands arbres tortueux recouverts de lianes. L'odeur de la terre humide. De la mousse. Un oiseau chantait au loin. J'ai marché pendant près d'une heure. J'avais mal aux pieds. Les branches grinçaient. La sueur perlait. Mais j'ai continué. Et puis, juste au moment où la source disparaissait entre les grosses pierres, comme elle avait dit, je l'ai vue. Des murs. Recouverts de végétation. Presque invisibles. Mais bien là. Pierre antique. De la mousse verte recouvre tout. Des restes de plâtre effondré. Une chapelle. Petit.
Oublié. Englouti par le temps. Je me suis approché lentement. Comme on s'approche d'un tombeau sacré. La porte avait disparu. Le vide. L'obscurité. Il alluma la lampe. Je suis entré. À l'intérieur, ça sentait le moisi, la vieille terre, comme un endroit resté fermé pendant des décennies. Le sol était en pierre irrégulière. Au fond, il y avait encore un autel. Petit. La croix en bois était tombée. Il était par terre. Recouvert de toiles d'araignée. Sur les murs, des restes de peinture. Des seins fanés. Des couleurs que le temps leur a ravies. Et dans le coin, à gauche, une boîte. En pierre. Incrustée dans le mur. Fermée par un lourd couvercle. Mon cœur s'est emballé. J'ai posé la lampe. J'ai retiré le couvercle. Difficile. Ça m'a pris du temps. Mais j'ai réussi. À l'intérieur, il y avait des choses. Enveloppées dans un tissu jauni et ciré. Je les ai sorties avec précaution. J'ai ouvert. De vieux. Documents. Jaunis. Écriture ancienne. Difficile à lire. Mais c'était compréhensible. C'étaient des actes. Des documents. Depuis la donation du terrain, en 1889, pour ceux qui y travaillent et en prennent soin. Pas pour une famille en particulier. Pas pour un héritier. Mais pour tous ceux qui travaillent. Il y avait un timbre. Une signature. Des témoins. Tout était officiel. J'avais les yeux qui piquaient. C'était la preuve. Cela prouve que la terre ne pouvait être confisquée. Ni par le colonel. Ni par succession. Non pas à cause de la contrefaçon de monnaie. Elle appartenait à la personne qui en avait la garde. Et c'était moi qui en avais la garde. J'ai serré les papiers contre ma poitrine et j'ai pleuré. Là, seul, dans la chapelle oubliée, au milieu des bois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La victoire. Petit. Pas encore terminé. Mais possible. À mon retour, Tiao m'attendait dans la cour. Il était inquiet. Où étais-tu passé? Tu as disparu depuis ce matin. Je lui ai montré les papiers. Pour trouver le salut. Il n'a pas compris. Mais il a vu mon visage. Et il a souri. Le lendemain, je suis allé au village. J'ai cherché le seul avocat qui ne travaillait pas pour le colonel. Le docteur Mendes. Un vieil homme. Retraité. Il vivait seul dans une maison à Porta Verde. J'ai frappé. Il l'ouvrit. Il me regarda avec surprise. Madame Teresa? J'ai besoin d'aide. Il m'a invité à entrer. Nous nous sommes assis dans la petite pièce simple. Je lui ai montré les documents. Il mit ses lunettes. Il lut. Il relut. Il examina les timbres. Il resta longtemps silencieux. Puis il me regarda. C'est de l'or. Est-ce suffisant? Oui, c'est suffisant. Mais à quoi cela sert-il? Cela annule tout argument. Cette terre vous appartient de droit historique. Personne ne peut vous la prendre. Ma voix tremblait. Vous êtes sûr? Absolument. J'ai pris une grande inspiration. Alors, que dois-je faire? L'enregistrer chez le notaire. Suivez le protocole. Et attendez que le colonel tente quelque chose. S'il essaie, nous le neutraliserons. Il sourit. Le premier vrai sourire que je voyais depuis des semaines. Vous êtes courageuse, Donna Teresa. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le colonel a essayé. Bien sûr qu'il a essayé. Il a intenté un procès. Contestation du testament. Délimitation irrégulière. Tout semblait se mettre en place. Mais lorsque le juge a pris connaissance des documents provenant de la chapelle, l'affaire a basculé. L'audience a été fixée. Le colonel Brandao arriva accompagné d'un avocat renommé. Son costume était impeccable. 2 hommes de main se tenaient à la porte. Je suis arrivé avec le docteur Mendes. Vêtu simplement, les mains calleuses. Mais porteur de la vérité. Le juge l'a lu. Il l'a examiné. Il a demandé l'avis d'un expert. Il en a confirmé l'authenticité. Et 3 semaines plus tard, il a rendu son verdict. Le terrain était à moi. Par droit inaliénable. Historique. Incontestable. En sortant du tribunal, le colonel était appuyé contre la Jeep. Il me regardait avec une haine viscérale. Mais il ne dit rien. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Je suis passé devant lui la tête haute. Et je suis parti. La nouvelle se répandit. Dans le village. Dans la région. Aux foires. La veuve des contrées reculées avait vaincu le colonel. Et soudain, les gens qui auparavant lui avaient tourné le dos commencèrent à la saluer. Acheter.
Respecté. Donna Rosa est venue avec un gâteau. Je le savais. J'ai toujours su que tu réussirais. Tiao a apporté des fleurs sauvages. Pour cette journée magnifique. Même le vieux Joe du magasin, qui me regardait toujours avec méfiance, m'a accordé un crédit. Pour quand j'en aurais besoin. Mais le plus grand changement s'est opéré en moi. Je n'étais plus la femme arrivée là-bas vaincue, humiliée et désespérée. J'étais une autre personne. Plus fort. Plus ferme. Plus entier. 6 mois plus tard, le coin était méconnaissable. La plantation recouvrait presque toute la zone. De hauts champs de maïs. Haricots verts. Potirons. Tomates. Poivrons. Choux. Laitues. La source alimentait tout. Généreuse. J'ai construit une nouvelle maison. Petit mais robuste. Avec une porte qui ferme correctement. Fenêtre en verre. Un toit qui ne fuit pas. Tiao et Lucia venaient tous les jours. Ils nous ont aidés. Ils ont appris. Ils ont ri. Donna Rosa a invité des voisins à les rencontrer. Voyez ce que le travail acharné et la foi peuvent accomplir. Et dans le jardin, il y avait un arbre. Cet arbre desséché que j'arrosais chaque jour, même quand il semblait mort. Elle avait germé. Des feuilles vertes. Fortes. Salut. Un dimanche après-midi, j'étais assis sous cet arbre, en train de me reposer après la récolte, quand je l'ai vu. Une voiture s'est arrêtée sur la route. Il était inconnu. Une femme est descendue du bus. Jeune. Jolie. Vêtements de ville. Elle s'est approchée jusqu'à la clôture. Madame Teresa? Oui. Je m'appelle Juliana. Je suis la nièce du colonel Brandao. Mon corps s'est raidi. Elle l'a vu. Elle a levé les mains. Je ne suis pas venue ici pour me battre. Je suis venue présenter mes excuses. Je me suis levée. Pardon? Pour ce qu'a fait mon oncle. Pour la façon dont il a traité cette dame. Elle regarda autour d'elle. Mon père m'a raconté toute l'histoire. Et je voulais venir la voir de mes propres yeux. Voir quoi? Que c'est possible. Recommencer. Gagner. Sans marcher sur les pieds de personne. Elle avait les larmes aux yeux. Mon mariage est terminé. Mon mari a tout gardé. Ils vous ont fait la même chose, madame. Et je ne sais pas quoi faire. Je l'ai regardée. Fille de la ville. Perdue. Effrayée. Comme moi à l'époque. Sais-tu planter? Demandai-je. Elle secoua la tête. Voilà où ça commence. J'ai ouvert la clôture. Entrez. Je vais vous apprendre. Les années ont passé. Ce coin de rue est devenu un point de repère. Des gens venus d'autres régions sont venus visiter. Apprendre. Voir de leurs propres yeux qu'il n'existe pas de terre infertile. Il y a des terres abandonnées. Juliana est restée. Elle a appris. Elle s'est développée. Aujourd'hui, elle possède ses propres terres et produits. Tiao a grandi lui aussi. Il est devenu un homme. Il travaille encore avec moi aujourd'hui. Sa sœur, Lucia, étudie l'agronomie en ville. Mais elle revient tous les week-ends. Donna Rosa a vieilli. Le rythme a ralenti. Mais le flux continue. Et il génère des revenus. Je fais rire. Et moi? J'ai vieilli aussi. Cheveux gris. J'ai plus de marques sur les mains. J'ai mal au dos la nuit. Mais je me réveille chaque jour avec un but. Avec un sentiment d'appartenance. Avec la paix. Parfois, quand la nuit tombe et que je suis assise dans le jardin à regarder les étoiles, je pense à cette vieille femme qui est apparue à la source. Je ne l'ai jamais revue. J'ai posé la question aux villageois. Personne ne connaissait les sœurs de Joao Pedro. Était-ce réel? Ou était-ce la terre qui me parlait? La foi qui prenait forme? Le désespoir qui se muait en vision? Je ne sais pas. Et peut-être que cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que je l'ai entendu. Je suis allée à la chapelle. J'y ai trouvé la vérité. Et j'ai changé ma version des faits. Aujourd'hui, c'est samedi. Jour de marché en ville. J'y apporte mes fruits et légumes. Tomates rouges. Grosses citrouilles. Laitue frisée. Des poivrons d'un beau vert vif. J'ai installé mon étal. J'ai tout étalé soigneusement. Et les gens viennent. Ils achètent. Ils sourient. Merci. Quelle belle tomate, Madame Teresa. Cette citrouille est parfaite. Je reviendrai la semaine prochaine. Je regarde autour de moi. Le marché est bondé. Vers le ciel bleu. Vers le soleil chaud. Et je me souviens. De l'humiliation subie dans le salon de ma belle-mère. Du testament qu'elle m'a laissé. Juste cette terre dont personne ne voulait. Du désespoir. De la peur.
de l'envie d'abandonner. Mais je me souviens aussi de la source cachée, des graines qu'on a conservées, de la part de la vieille femme mystérieuse, de la chapelle oubliée, et de toutes les personnes qui sont apparues quand j'avais le plus besoin d'elles. Donna Rosa, Tiao, Lucia, Docteur Mendes, Monsieur Antonio, tant d'autres. La terre n'a jamais été stérile. Moi non plus. Nous attendions simplement quelqu'un qui y croyait, quelqu'un qui se souciait des autres, quelqu'un qui n'abandonnerait pas. Et quand c'est arrivé, quand j'ai décidé d'être cette personne, tout a changé. Pas du jour au lendemain, pas sans douleur, pas sans lutte, mais tout a changé. Au coucher du soleil. Et j'ai plié la tente pour rentrer. Je vois Tiao descendre dans la rue. Il tient la main de Lucia. Donna Thérèse. Nous sommes venus vous chercher, madame. Pourquoi? Donna Rosa a fait un gâteau. Elle a dit que c'était pour fêter quelque chose. Célébrer quoi? La dame. Nous. Tout. Il sourit. Alors allons-y. Je monte dans la charrette. Tiao tire. Lucia arrive par le côté. Nous rentrons à la maison. Jusqu'au coin le plus reculé. Vers cette terre morte devenue vie. Vers cette terre qui m'a tout appris. L'humiliation ne définit pas qui nous sommes. L'abandon peut être un nouveau départ. La solitude peut se transformer en communauté. Et parfois, ce qui ressemble à une malédiction. C'est un mal pour un bien. Il nous faut juste avoir le courage de le voir. Fin. La terre ne nous abandonne jamais. Parfois, elle a juste besoin de quelqu'un qui croit en elle.